Bonsoir, bonsoir. Bon, j'espère que tout ça fonctionne correctement, que nous sommes bien connectés comme il faut. Vous allez bien? Bon, alors bienvenue à ce nouveau cours sur l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Donc nous sommes arrivés au cours numéro 3, et oui, le cours numéro 3. Et nous allons voir donc dans ce cours numéro 3 le deuxième chapitre de l'interprétation des rêves. Bonsoir Anne, bonsoir. Et nous allons voir donc, je vais me connecter, donc ok. Donc ici tout va bien, je crois que je peux faire ça comme ça, ok. Et regardez comme ça. Ok, bon, on va voir si on y arrive comme ça. Donc, nous sommes arrivés au deuxième chapitre de l'interprétation des rêves, où nous avions déjà, donc nous avons introduit pour savoir un petit peu où nous mettions les pieds, quand nous sommes venus dire que Freud vient rendre compte du processus de la maladie nerveuse, et donc en même temps du processus thérapeutique qui peut permettre la transformation, on va dire, de cette production de la maladie nerveuse, c'est-à-dire la guérison. Donc ça, c'est ce que vient proposer d'une certaine façon la psychanalyse. Alors nous savons que la psychanalyse, comme nous avons déjà vu un petit peu, c'est pas seulement une thérapie, sinon que c'est une théorie scientifique, c'est même une philosophie, on va dire, qui vient présenter une autre manière de voir la réalité. Quand je dis une autre manière de voir la réalité, c'est-à-dire que nous allons voir justement dans ce deuxième chapitre ce que vient nous proposer Freud, qui vient rompre tous les schémas antérieurs à Freud. D'accord ? Donc nous avions vu le rêve d'Irma, où Freud nous proposait, nous présentait le rêve d'Irma comme un rêve d'une réalisation de désir. Donc elle a dit oui, d'accord, donc nous avons vu que ce rêve, c'est une réalisation de désir. D'accord, très bien. Et maintenant, nous allons continuer avec le chapitre numéro 2 qui s'appelle donc « Le rêve est une réalisation de désir ». Nous sommes arrivés au chapitre numéro 2. Félicitations, bravo à tous pour poursuivre cette lecture, pour poursuivre ce cours qui va venir troubler nos manières de penser, on va dire, non ? Donc, il termine le chapitre, bonsoir Toufik, il termine le chapitre antérieur en nous disant, après complète interprétation, nous pouvons voir que tout rêve se révèle comme la réalisation d'un désir. Donc ça, c'est la première thèse, le premier résultat qu'il va présenter. N'oublions pas qu'une chose qui est très importante, c'est-à-dire que l'interprétation des rêves, c'est un texte d'exposition, que lui, il a déjà étudié sur les phénomènes des hystériques, des névrosés, des phobies, des paranoïas. Il a déjà, bonsoir Hélène, il a déjà présenté, on va dire, il a déjà présenté, il a déjà vu, il a déjà fait ses recherches, il sait déjà comment fonctionne notre appareil psychique. Et donc il choisit les rêves. Pourquoi il choisit les rêves? Il choisit les rêves parce que nous rêvons tous. Et en plus, pour que personne vienne le critiquer en lui disant voilà, tu nous présentes un appareil d'une personne qui a des problèmes, alors que ici il va nous présenter un appareil où c'est l'appareil qui fonctionne chez tout le monde. C'est-à-dire que notre appareil psychique fonctionne comme ça. Parce que n'oublions pas que quand on dit que le rêve comme matière première que lui il va utiliser pour produire l'interprétation, d'accord, que donc après la complète interprétation, c'est-à-dire que ce n'est pas que le rêve c'est une réalisation de désir, non, c'est après l'interprétation, d'accord, c'est après l'interprétation où on peut présenter le rêve comme une réalisation de désir. Et donc je disais que tous les phénomènes de l'inconscient
c'est-à-dire tout ce qu'on va appeler le made in inconscient, c'est-à-dire les lapsus, les oublis, les actes manqués, les symptômes, tout ça se produise de la même façon que les rêves. D'accord? Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant dans le sens où nous on va avoir une description à partir du rêve, mais en fait pour le symptôme c'est la même chose qui se passe. D'accord? C'est-à-dire que le symptôme aussi a besoin de son interprétation pour qu'on se rende compte que dans le symptôme aussi il y a une réalisation de désir, et que donc il va nous présenter cet appareil, il va continuer la présentation de l'appareil. Et donc il dit que quand on arrive après cette phrase qui dit voilà, le rêve après l'interprétation se révèle comme une réalisation de désir, il dit nous sommes arrivés dans, c'est comme dans une, il dit nous sommes illuminés par la nouveauté et donc nous voyons plein d'ouvertures possibles. Il dit nous pouvons suivre de nombreux chemins, mais nous allons, et ça c'est une nouvelle indication que nous fait Freud, et que je vous recommande de suivre, non, pour tous ceux qui vont avoir, disons d'une certaine façon, le courage de se maintenir pendant ce cours, de maintenir la lecture scientifique. D'accord? Parce que la lecture scientifique, ce qu'elle vient nous proposer, c'est quelque chose de nouveau, et que pour accepter le nouveau, je dois me soumettre au discours du scientifique pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il m'apporte de nouveau. Vous rappelez l'importance de pouvoir accepter quelque chose de nouveau, de ne pas vouloir tout de suite le comparer à quelque chose de connu, parce que dès que je le compare à quelque chose de connu, boum, le nouveau disparaît. Et ça c'est quelque chose, à chaque fois je reviens là-dessus, parce que c'est quelque chose de très important pour notre vie quotidienne. Pas seulement pour le monde scientifique. Notre vie quotidienne, chaque fois que je vais visiter un pays et que je le compare à quelque chose que j'ai déjà vu, boum, je perds la nouveauté que me présente le nouveau pays que je suis en train de visiter. D'accord? Un nouvel amour, si je le compare avec l'ancien, boum, j'ai perdu la nouveauté que me présentait cet amour. C'est-à-dire que je le replace au même endroit que l'ancien amour. Après, je dis, ben oui, j'ai répété la même chose avec ce nouveau. Ben oui, j'ai voulu voir la même chose. D'accord? Donc, réussir à voir quelque chose de nouveau, c'est ce que nous propose la science. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est ce que peut, à partir de la science, nous permettre de découvrir les nouveautés qui nous entourent. Parce que demain, ce ne sera pas pareil qu'aujourd'hui. Non, chaque jour est différent. Si je le compare, je veux dire que cette chose de la nouveauté au niveau de la science est très important parce que ça vient rompre. Freud, avec l'interprétation des rêves, il va venir rompre les idées que nous avons. Toutes les idées que nous avons sur le fonctionnement de ce qu'on appelle la psychologie. D'accord? Donc lui, il vient rompre avec tout ça. Donc, c'est facile, mais dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose. Enfin, c'est la même chose. C'est un autre secteur, mais nous avons la possibilité aussi de regarder chaque jour comme quelque chose de différent. Et donc il dit que Freud, il dit, nous pouvons nous réjouir d'être arrivés dans ce nouvel espace, tout illuminé, avec cette nouveauté. Et il dit qu'il y a donc de multiples questions qui vont se présenter. Et donc, rappelons-nous aussi que dans cette lecture scientifique, j'insiste parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Lire un texte de façon scientifique, ce n'est pas facile du tout. Suivre la thèse, et on a toujours tendance à dévier. D'ailleurs, c'est ce qu'il va nous dire. Il va nous dire, voilà, on arrive là et on se pose plein de questions. On va se demander d'où vient le matériel pour les rêves, quelle est la force qui va fabriquer ces rêves, est-ce qu'on rêve tout le temps, est-ce que tous les rêves sont des réalisations de désir, pourquoi il y a des cauchemars, pourquoi on oublie certains rêves, pourquoi le matériel du rêve il apparaît complètement flou. Donc, il dit, on a plein de questions. Alors on dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, non, il n'y a pas, non, il dit, nous allons continuer avec la thèse. Et la thèse, qu'est-ce que c'est? La thèse, c'est le rêve est une réalisation de désir, après l'interprétation. D'accord. Donc, il nous précise que cette lecture, non,
nous avons pour faciliter cette lecture scientifique, nous devons utiliser certains instruments. Non, comme par exemple cet instrument dont je vous parle, de pouvoir accepter la nouveauté qu'il va nous présenter. Et parce qu'il dit que sinon nous tombons inévitablement dans une lecture qu'on appelle naïve. La lecture naïve, c'est celle de mes préjugés, c'est les idées que j'avais avant d'ouvrir le livre, ce sont les idées, ce qu'on appelle les idées reçues, et c'est ce qu'on appelle aussi les modèles idéologiques de l'État. Les modèles idéologiques de l'État, c'est toutes les idées qui existent dans la société dans laquelle je suis arrivé quand je suis né. D'accord ? C'est-à-dire que dans la société dans laquelle je suis arrivé quand je suis né, on m'a dit ce que c'était que l'amour, on m'a dit que l'amour c'était ça, on m'a dit que le travail c'était ça, que les produits du travail, il fallait souffrir un petit peu pour travailler par exemple. Donc on m'a mis plein d'idées sur toutes les choses de comment je devais vivre. Donc dans un sens, on va dire, c'est pas plus mal, on m'a donné des indications pour savoir comment je devais faire pour vivre. Oui, mais attention, c'est pas les seuls. Il y a ces idées-là, d'accord, mais on devrait avoir l'option de pouvoir choisir. Et l'option de pouvoir choisir, c'est m'éloigner de cette lecture naïve. De cette lecture où la première chose que je pense, c'est la première idée qui m'arrive. Voilà, comment je pense les choses de la vie. Ça c'est bien, ça c'est mal. Poum, selon ce premier jugement que je vais faire de la réalité. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la lecture, donc sans aucun travail. Voilà, je répète ce que ma mère m'a dit, ce que sa propre mère, ma grand-mère m'a dit, et je vais répéter. Non ? Toutes ces idées, les idées de la famille, les idées du pays dans lequel je suis née, tout ça, ce sont des idées que je vais répéter sans vraiment chercher à savoir si c'est correct, si c'est pas correct. Et puis en plus, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on va dire, c'est que très souvent, non, quand on dit par exemple qu'on a l'âge de nos préjugés, on a l'âge de nos préjugés, c'est vrai, on a l'âge de nos préjugés. Quand on pense que à partir d'un certain âge, on ne peut plus faire telle chose ou telle autre chose, qu'on n'a plus envie de faire telle chose ou telle autre chose à partir d'un certain âge, tout ça, ce sont des préjugés. Donc quand on dit on a l'âge de nos préjugés, c'est-à-dire selon ma manière de vivre, je vais montrer un petit peu comment je pense. Non ? Parce qu'en fait, on vit selon les idées qu'on a. Bon. Donc, pour échapper, parce qu'on dit que ces idées, cette lecture naïve que nous faisons de la réalité, parce que cette lecture que nous faisons, c'est la lecture, on va dire que nous faisons pour juger notre propre vie, pour juger la vie des autres, pour juger ce qui se passe à la société, pour juger ce que je lis dans le journal. J'utilise les mêmes instruments de lecture. C'est-à-dire, je crois tout ce que je vois, je crois, non ? Et puis en plus avec mon instrument de lecture, c'est-à-dire j'ai mes critères de beauté, j'ai mes critères de bien, de mal, j'ai ma religion, et donc j'utilise tous ces instruments-là pour lire la réalité. Mais il y en a d'autres, ce ne sont pas les seuls, d'accord ? Et qu'en plus nous devons savoir que toutes ces idées, on dit que toutes ces idées, en fait, ce sont les idées qui existent et qui permettent aux États de nous soumettre. C'est-à-dire que nous sommes soumis parce que ils nous viennent, par exemple, avec le coronavirus, et donc ils nous mettent, non, ils ont une campagne de marketing énorme pour nous faire peur avec ce petit virus. Je dis petit parce que c'est un simple grippe, je veux dire que une simple grippe qui circule, mais comme ils ont une grande fabrication de marketing, nous faisons pas, nous les croyons. Oui, comment on va faire ? Avec la force qu'ils ont, on finit par avoir peur. Bon. Mais revenons à Freud. Donc, nous allons continuer. Donc, il nous dit que quand il arrive à ce chapitre, il arrive donc dans cet espace où apparemment tout est possible, il y a plein de choses à aller regarder, plein de choses à aller chercher, mais pourquoi ça, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça. Et il dit non, nous allons nous maintenir sur le fait de est-ce que dans tous les rêves, il s'agit d'une réalisation de désir ? Parce que nous avons vu dans le rêve de Irma qu'effectivement il s'agissait d'une réalisation de désir, mais est-ce que dans tous les rêves c'est la même chose ? Donc lui il se pose la question. Il dit, est-ce qu'il n'y aurait pas par exemple certains rêves où ce qu'on va
ce qu'on va réaliser, on va dire par exemple, ça va être un souvenir, ou ce qu'on va réaliser, ça va être une crainte, ou une réflexion. Pourquoi c'est toujours un désir? D'accord? Et donc, il va s'occuper de voir s'il n'existe pas d'autres rêves qui sont différents de cette réalisation de désir. Donc il va voir, il va dire, facilement on peut voir et on peut se rendre compte donc que les rêves, ils se présentent toujours avec une sorte de déguisement. Non? Donc avec une sorte de déguisement, donc on ne peut pas vraiment se rendre compte de quoi il s'agit par rapport au contenu qu'on va appeler le contenu manifeste, qu'on va aussi appeler le contenu sacré. Sacré dans le sens que c'est le discours qu'on va utiliser, c'est le discours de base, c'est le discours qu'on va considérer comme vrai. D'accord? C'est-à-dire que ce que le patient va nous raconter de son rêve, c'est vrai. On ne va pas dire non, il me ment, non, c'est vrai. D'accord? C'est le discours qu'il a, c'est l'information qu'il a. Parce que même s'il ment, en fait, ça fait partie de la déformation. Parce qu'on ne peut jamais dire réellement ce qu'on pense. Je veux dire que déformation, il y a toujours dans notre parler. Et dans les rêves, encore plus. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi les rêves sont déformés? Non, c'est ce qu'il va dire. Bon. Donc, il va nous présenter, il va nous dire, déjà, nous avons dans le langage populaire, qui a une certaine sagesse sur l'existence de l'être humain, il va dire... À quoi rêve la poule? Elle rêve, à quoi rêve la poule? Elle rêve de blé pour manger. Donc c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a des expressions dans le langage populaire qui viennent nous informer que « Oh mais non, mais ça je ne pouvais pas l'imaginer ni dans mes meilleurs rêves ». C'est-à-dire qu'il y a dans notre façon de parler déjà des choses qui marquent que nous avons un savoir que nous ne savons pas, c'est ce qu'on va voir aussi dans ce chapitre, un savoir sur l'existence de cette réalisation de désir dans nos rêves. Non? Et donc il va nous montrer, va encore une fois nous raconter un de ses propres rêves pour nous montrer un petit peu un nouveau fonctionnement et pour nous montrer encore un exemple de réalisation de désir. Et donc il dit que c'est un rêve qu'il peut faire toutes les fois qu'il veut, à chaque fois qu'il veut, et il va nous raconter le rêve que quand il dîne un plat très salé le soir, pendant la nuit, il a l'habitude de rêver qu'il a soif. Donc il rêve qu'il a soif, non? Quelque chose qui nous est arrivé pratiquement à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a un besoin biologique de satisfaire cette soif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, dans le rêve, on ne va pas, non? On ne va pas se lever, on ne va pas se réveiller pour se lever pour aller chercher un verre d'eau, sinon que directement, on va rêver que juste là, il y a le verre d'eau et qu'en plus, je vais pouvoir le boire, que c'est une eau à la température idéale et qui va venir satisfaire ma soif. Parce que nous ne devons pas oublier ce que Freud nous a dit déjà dans le chapitre antérieur, que le rôle du rêve, le véritable rôle du rêve, c'est maintenir le dormir. Et ça dans tous les rêves pour tout le monde. D'accord? Qu'il y ait interprétation ou qu'il n'y ait pas interprétation, le rôle du rêve, c'est maintenir le dormir. Continuer à dormir. Donc, quand il a soif, au lieu de se réveiller, qui viendrait rompre ce besoin, donc il continue, il va rêver qu'il boit pour satisfaire sa soif. Donc ici, on voit dans ce rêve, dans ce petit exemple de rêve, je dis petit parce que il n'est pas très compliqué, et puis en plus chacun va pouvoir se reconnaître, il va nous montrer qu'en fait, il y a deux travails. Parce qu'il faut voir, quand je dors et que je vais rêver, que je vais chercher un verre, et que je vais chercher, ou que j'ai là sous la main, en général, le verre pour satisfaire ma soif, il y a un travail psychique qui se fait. D'accord? Toutes ces images qui m'apparaissent, cette sensation virtuelle de satisfaction, c'est la réalisation d'un travail. Et donc, il va nous montrer qu'il y a deux types de travail.
Il y a eu le travail où je dois me lever pour aller chercher véritablement le verre d'eau parce que virtuellement j'ai eu la sensation de satisfaction satisfaction de la soif, mais que c'est pas vrai. D'accord? Que je dois après me lever pour aller satisfaire mon désir, mon besoin d'eau ou de la boisson que je veux. Non? Donc il va nous montrer, et à la fin d'ailleurs du chapitre, il va nous dire, nous en arrivons à la conclusion que le rêve est comme une réalisation de désir. Et déjà dans ce premier rêve qu'il nous présente, il nous le dit. C'est-à-dire que effectivement il y a une réalisation de désir, mais dans la vie psychique, pas dans la vie matérielle. Si je ne me lève pas pour aller prendre mon verre d'eau, il n'y a pas de réalisation, je continue avec ma soif. D'accord? Donc ça c'est très important et c'est ce que je vous disais qui vient rompre avec, il vient de nous diviser. Nous ne sommes pas simplement ce que nous pensons que nous sommes, sinon qu'en plus nous sommes autre chose, et c'est autre chose dont nous ne savons rien. Donc ça c'est une rupture brutale pour tous les êtres humains. D'où toute cette force qui vient contre Freud, parce que l'être humain, non, de la même façon qu'il s'était opposé à Copernic, parce qu'il était venu contredire les idées que tous les êtres humains avaient en disant que la Terre est le centre de la galaxie ou de l'univers, là maintenant il vient nous dire que notre petite conscience n'est pas le centre de notre vie. Notre conscience n'est pas le centre de notre vie. Qu'elle fait partie de notre vie, qu'elle est indispensable à notre vie, effectivement, mais qu'elle n'est pas le centre. D'accord? Donc à partir de là, je veux dire que toute notre réalité est transformée. Nous savons que nous avons un appareil psychique qui est capable de réaliser des satisfactions. C'est pour ça qu'on va dire que dans le symptôme aussi, il y a une satisfaction. Dans la vie psychique. Dans l'appareil psychique, il y a une satisfaction. Après mon symptôme, ça peut être quelque chose de très douloureux, quelque chose qui me fait très mal. C'est pour ça qu'on va dire que nous sommes divisés, c'est pour ça que c'est difficile à accepter. Dans le sens où il y a quelque chose, où il y a une réalisation de désir, bonsoir Cyrielle, il y a une réalisation de désir dans l'appareil psychique, dans ma réalité psychique, et une souffrance de l'autre côté. Non, dans les symptômes, on le voit bien. Et c'est pour ça que c'est difficile à modifier. Parce qu'il y a une réalisation de désir. Si c'était tout souffrance, l'être humain, il change. Quand il ne peut plus supporter sa souffrance, l'être humain, il change. Mais comme il y a toujours cette situation de réalisation de désir, se transformer, ça devient beaucoup plus compliqué. Continuons avec les rêves. Donc il nous dit que nous avons 2 vies parallèles. Une vie que donc nous avons et une autre vie que nous soupçonnons l'existence, parce que nous savons que ça existe. Je veux dire qu'il y a ce soupçon. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas savoir, parce que nous devons savoir que ce que Freud va nous dire, l'inconscient est inconscient. Nous pouvons savoir de son existence que par le phénomène qu'il va présenter dans la conscience. Par exemple, le rêve. Le rêve, le symptôme, les lapsus, les oublis, les actes manqués, tout ça c'est, poum, l'irruption de l'inconscient dans la conscience. C'est-à-dire il a réussi à passer, parce qu'en fait l'inconscient, ce qu'il va vouloir faire tout le temps, c'est passer, passer. Mais il y a des barrières, on ne le laisse pas passer comme ça, on ne veut pas lui montrer exactement, non, on ne lui laisse pas le chemin libre. C'est pour ça que c'est un appareil complexe. D'accord? C'est un appareil complexe que lui il va nous présenter comme un appareil qui a un inconscient, un préconscient et un conscient. D'accord? Et de l'inconscient, nous n'allons jamais rien savoir. Nous n'allons connaître que ses effets dans la conscience. Bon, continuons. Et c'est donc, c'est pour ça qu'il va nous dire que le rêve est comme une réalisation de désir. Non? Pour séparer 2 réalités. Il
Donc il dit que dans le texte maintenant, ce que nous allons devoir faire, et je vous conseille la lecture de ce petit chapitre qui s'appelle « Le rêve est une réalisation de désir », où nous devons aller chercher ça, voir toute cette démonstration qu'il va nous présenter. Non? Et tout ce qui va venir me distraire, je dois essayer de l'éliminer, parce que sinon je vais me laisser distraire et poum, je vais m'en aller, je vais finir par dire « oh, j'abandonne ». D'accord? Donc non, on va continuer. Donc il va nous montrer plusieurs types de rêves, et on va tous se reconnaître d'une certaine façon, non? Dans ce type de rêve, il dit par exemple, il y a le rêve il raconte l'histoire d'un docteur qui vit dans une pension et qui a demandé donc à la personne de la pension, il lui a dit vous pouvez me réveiller demain matin parce que je dois aller travailler à l'hôpital, donc s'il vous plaît, vous pouvez faire toc-toc à ma porte à 7 heures. Et donc effectivement, la personne de la pension s'est bien réveillée, et elle fait toc-toc donc à la porte du docteur. Docteur, docteur, c'est l'heure d'aller à l'hôpital. Et le docteur, donc effectivement, il entend bien le discours, mais il ne se réveille pas. Il incorpore la phrase, d'accord? Il le met dans son rêve, et de quoi il rêve? Il rêve en plus c'est intéressant parce qu'il rêve qu'il ait plusieurs personnages déjà dans le rêve. Parce qu'en fait, il rêve qu'il est le médecin et qu'il va passer, non? C'est à l'époque où il y avait sur la barrière du lit, il y avait tout le compte-rendu du cas clinique du patient. Et donc, il voit sur le compte-rendu du patient, il voit son nom inscrit comme patient, en fait. Et donc, il rêve et il dit, hop, si je suis déjà à l'hôpital, pourquoi je vais me lever? Donc, ça s'appelle, il va nous les présenter comme des rêves de commodité. D'accord? Que nous avons tous fait, des rêves de commodité. Ou, pourquoi? Pour maintenir le dormir. Pour continuer à dormir. D'accord? Donc, on voit qu'il y a cette satisfaction qui est importante, non? Donc c'est là aussi où il va nous présenter, donc ce qu'on avait vu un petit peu, les caractéristiques de l'appareil et les caractéristiques du rêve. Donc il va nous montrer que le rêve est toujours très égoïste, parce qu'il ne répond même pas à la femme de la pension, donc il n'est même pas bien élevé, on va dire. Non, il ne répond pas, que les rêves sont très égoïstes. Non, qu'on avait vu avec le rêve d'Irma, où Freud il nous avait raconté le rêve en disant c'est pas possible, regardez, je me suis moqué de mes collègues. Pour lui, c'était terrible parce qu'il avait beaucoup d'admiration pour ses collègues. Et en fait, dans son rêve, il se moque de ses collègues, il leur fait faire des erreurs médicales, etc. Donc, c'est quelque chose pour lui où il ne respecte, non, on va dire, il ne respecte pas sa propre morale. Non? Donc, mais ce qui l'intéresse, c'est la réalisation donc, de son désir, mais ça c'est ce qu'on va voir après avec l'interprétation, mais surtout c'est la satisfaction, je veux dire, c'est l'égoïsme, ce qui m'intéresse c'est réaliser mon désir. Donc tout le reste, non, ce qu'on appelle donner des coups de coude, ben voilà, on y va. Donc ça c'est un caractère du rêve, et un autre caractère du rêve donc qui va nous présenter, c'est que le rêve c'est au présent. Bonsoir Fernand. C'est au présent. Le rêve se réalise toujours au présent. Dans le rêve, il n'y a pas j'espère que. Non. Dans le rêve, c'est je suis là, je réalise ça, je prends mon verre d'eau et je vais satisfaire ma soif. D'accord? Donc ça, c'est la réalisation, on va dire. La réalisation est toujours au présent. Ensuite, il va nous raconter... Bon, alors, il raconte toute une liste, non? Il nous présente plein de rêves. Et il nous raconte, par exemple, il va nous présenter un ami à lui qui lui dit, donc là, c'est même pas un patient, non? C'est un ami qui lui dit, mais attends, tu vois, tu dis que c'est toujours des réalisations de désir, les rêves, mais ici, c'est pas possible. Regarde, ma femme a rêvé qu'elle avait ses règles. Et donc, Freud, qui connaît, donc c'est un ami à lui, qui savent que ça fait peu de temps qu'ils sont mariés, etc. Donc, il dit que, en fait, il voit que c'est un rêve où la femme, elle exprime sa, comment on va dire, sa préoccupation. Et en fait, c'est une façon de montrer qu'elle aimerait bien, si elle a ses règles, qu'elle aimerait bien continuer à vivre sans enfant.
D'accord? Donc c'est ce qu'elle va montrer dans son rêve et qu'elle peut encore attendre un petit peu avant d'avoir ses enfants. D'accord? Simplement, donc Freud, il lui interprète le rêve comme ça. Mais d'une autre façon, il dit, attendons, nous allons aller un petit peu plus loin. En fait, c'est une manière qu'a sa femme, écoutez ça, c'est super intéressant, parce que sa femme, sans le savoir, elle est dit à son mari, en racontant son rêve, qu'elle est enceinte. Parce qu'en fait, ce qui apparaît dans le rêve, c'est le contraire de la réalité. C'est je ne vais plus avoir mes règles. C'est pour ça que je rêve que je les ai. Parce que je ne vais plus les avoir. Pourquoi? Parce que je suis enceinte alors que c'est quelque chose qu'elle ne sait pas encore. C'est-à-dire que Freud, il va nous montrer que dans l'inconscient, on sait les choses que notre conscience ne sait pas. Que nous avons un savoir inconscient. Que quand on le laisse parler, par exemple pour un patient dans une séance psychanalytique, il va parler de ce savoir inconscient. S'il y a un psychanalyste, évidemment, qui sait l'écouter. Parce que lui-même, il ne va pas s'en rendre compte. Comme cette femme qui va raconter à son mari qu'elle a rêvé qu'elle avait ses règles. Elle ne s'est pas rendue compte que l'information véritable qu'elle donnait à son mari, c'était « je suis enceinte ». Parce qu'elle ne le savait pas, consciemment, elle ne le savait pas. Bon, j'espère que vous me suivez. Bon, et après, il va nous montrer toute une liste de rêves qui sont très simples. Et il dit qu'en fait, il va prendre les rêves des enfants. Parce qu'il dit que les enfants, ils n'ont pas encore leur appareil psychique complètement fabriqué, qui sont assez rudimentaires. Et donc, on peut profiter de ce fonctionnement pour voir que eux, ils n'ont pas de déguisement. Ils ne vont pas déguiser leur rêve, sinon ils vont le présenter directement comme ça. Et donc, il nous raconte un rêve d'un petit garçon. Donc, ils s'en vont avec la famille faire un tour en montagne. Et que dans la montagne, ils ont promis au petit garçon d'arriver jusqu'au mont. Oui, on va aller jusqu'au mont, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Mais que nous allons arriver jusqu'à tel mont. Oui, nous allons monter. Et donc, ils sont en promenade et ils vont monter jusqu'au mont. Et donc, le petit garçon, il est enthousiaste pour pouvoir arriver jusqu'au sommet. Et en fait, il commence à pleuvoir. Donc, ils sont obligés de faire demi-tour. Et le petit garçon, il est horriblement déçu. Parce que la seule intérêt qu'il avait, c'était arriver au sommet. Et donc, le matin, il se réveille et il va dire à ses parents, « Vous savez, hier soir, je suis allé jusqu'au sommet. » Directement. Lui. Pourquoi? Parce que il a vraiment l'impression qu'il y a été. D'accord? C'est-à-dire cette sensation des fois que nous avons quand nous réveillons en disant c'était réel. Je dois faire un effort pour me dire non, c'était un rêve. Non, c'est-à-dire qu'il y a une précision dans cette situation virtuelle où nous avons la capacité de fabriquer quelque chose qui vient complètement tromper notre conscience. Complètement la tromper, où nous devons nous dire c'était un rêve. Non? C'est là où on voit qu'il y a l'existence d'une autre chose dont nous ne savons rien. Nous n'avons que cette petite chose, non, que l'enfant y vient montrer. Je suis allé jusqu'au sommet, j'ai réussi à réaliser le désir qui s'est interrompu pendant la journée. D'ailleurs, après Freud, il va nous raconter, il va nous dire que ça, c'est une des forces, non, une des forces qui est utilisée par le rêve, c'est-à-dire les choses qui, pendant la journée, nous avons dû ou interrompre, ou nous n'avons pas pu satisfaire. Et il va nous montrer que très souvent, c'est le matériel que nous allons utiliser pour fabriquer notre rêve pendant la nuit. Où nous allons utiliser ça et ce que nous n'avons pas pu faire pendant la journée, poum, pendant la nuit, tac. Bon, après il va nous dire que nous ne rêvons pas pendant la nuit, sinon nous rêvons juste avant le réveil. Non? Bon, après il va nous raconter il va nous présenter un autre rêve de sa fille Anna. Et qui a, à ce moment-là, donc à l'époque de l'interprétation des rêves, qui a 19 mois. Et il dit que, comme elle avait vomi pendant la journée, ils ont dû lui donner un petit régime à suivre, et elle n'a pas pu manger tout ce qu'elle voulait. Elle a dû manger une soupe, un bouillon, et puis elle n'a pas pu manger ce qu'elle voulait. Donc, pendant la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va manger, et elle va réaliser, en fait, donc tout ce qu'elle n'a pas pu pendant la journée, et donc directement elle va rêver à voix haute et elle va dire Anna feuille de framboise, fraise, croissant, et elle fait toute une liste de tout ce qu'elle aurait aimé manger.
d'accord? Et donc, Freud, il va dire, elle va d'abord émettre le son de son nom, elle va d'abord dire Anna Freud, non, Anna Freud, elle va dire, pour montrer que tout ça, c'est elle qui les a mangés. Et en plus, il va nous montrer que non seulement, donc, elle s'est donné le buffet qu'elle voulait, qu'elle aurait voulu avoir pendant la journée, sinon qu'elle a sauté une interdiction. Parce que c'était les choses qui étaient interdites, elle n'avait pas le droit de manger ça. Elle aurait bien aimé pendant la journée aussi manger ça. Non, mais c'était pas possible vu qu'elle avait vomi, donc elle a été obligée de suivre un régime qu'elle n'a pas été contente du tout de suivre. Donc, ce qui se passe, non, c'est qu'il y a un phénomène, un autre phénomène qui va nous montrer, qui est un phénomène particulier du rêve, où on saute l'interdiction. On ne respecte pas l'interdiction. Bonsoir André. Savoir et analyser ce qu'on ne sait pas, le cerveau ne peut pas y arriver par une analyse séquentielle. Ce cheminement prendrait des jours. Donc, comment fait-il pour entrevoir le futur? Comment fait-il pour entrevoir le futur? Non, mais le rêve, il ne voit pas le futur. Le rêve, il fabrique le présent. Hein? Il y a une réalisation de désir dans le présent. Hein? Donc, savoir et analyser ce qu'on ne sait pas, nous savons sans savoir. D'ailleurs, on va dire que chez les grands écrivains, et quand je dis les grands écrivains, ça veut dire les écrivains qui se laissent écrire, qui ne jugent pas ce qu'ils écrivent, d'accord? Ben, ils découvrent sur l'écrit des choses qu'ils ne savaient pas eux-mêmes. Donc il y a un exercice de cette intelligence, quand on se laisse écrire, qui se produit sur le papier. C'est un exercice qui n'est pas facile à faire, parce que nous vivons dans une société, quand on parlait au départ des modèles idéologiques de l'État, hein, nous vivons dans une société où ce qu'on pense, c'est qu'il faut tout contrôler, nous allons contrôler ce qui va se passer, nous voulons obtenir tel résultat, nous devons dire une phrase intelligente, nous devons écrire un livre qui gagne un prix. Donc bien sûr, tout ça, ce sont des barrages pour la production de l'inconscient. Donc toutes les productions, en fait, ce sont des productions de la conscience. Donc ce sont des productions rationalistes. Parce que notre conscience, elle est rationaliste. Et elle est pleine de toutes ces idées qui correspondent au modèle idéologique de l'État. Non, parce si on ne laisse pas, d'une certaine façon, sortir ce savoir, non, ce savoir que l'on peut produire, parce qu'en fait, c'est pas qu'il est en nous quelque part et qu'on doit le laisser passer, c'est qu'on doit le produire. Si on ne se met pas dans cette position, on ne le verra pas, il n'apparaîtra pas. Il faut se placer dans cette position pour lui permettre l'espace. Et par exemple, donc c'est quelque chose qui peut se produire dans, on va dire, bon, c'est dans le phénomène de la sublimation, dans le sens où c'est dans le phénomène de l'écriture chez les grands artistes. D'accord? Les grands artistes, on les reconnaît. Pourquoi? Parce ils nous montrent quelque chose de merveilleux qu'on n'avait jamais vu avant, qu'on ne pouvait même pas imaginer que ça existe. C'est ça, les grands artistes. Quelque chose qui vient nous montrer quelque chose de... Non, quelque chose de complètement nouveau. Si, une création. Non? Cette création, non? La création, c'est un phénomène du savoir inconscient. C'est un processus du savoir inconscient. Alors, c'est un processus du savoir inconscient, mais attention, l'écrivain, comme on avait dit, l'écrivain, il est surdéterminé par ses lectures, par les autres écritures qui sont passées en lui. D'accord? C'est pas que tout d'un coup, on va se lever, on va dire, tiens, mon savoir inconscient, il va produire quelque chose de merveilleux. Non, il y a un travail à faire auparavant. Le peintre qui va faire une peinture... non, surprenante, c'est parce qu'il a peint beaucoup déjà, il s'est déjà imprégné de l'histoire de l'art, on va dire, ou de toutes les productions artistiques qui existent, de la même façon que le poète, que l'écrivain, que le musicien, je veux dire que tout ça, c'est le résultat d'un travail. D'accord? Bon, continuons avec nos rêves de réalisation de désir. Donc il va nous présenter aussi un rêve d'une grand-mère qui dit que qui souffrait de problèmes de reins et en fait qui était donc elle aussi
Et donc elle a rêvé qu'elle était invitée à manger dans la maison chez des amis, qu'elle était invitée à manger chez des amis, et qu'en fait là, elle a dégusté les meilleurs plats. D'accord? Donc ça, c'était son rêve. Vous voyez là, je vous en prie, André. Et donc, c'était les meilleurs plats. Et il va nous dire aussi, Freud, je crois, dans une note en bas du texte, il va nous dire que quand nous sommes dans des situations, il va faire référence, par exemple, à des expéditions au pôle Nord, etc. Donc, quand nous sommes dans des situations extrêmes, bon, il parle d'un groupe de personnes qui étaient parties au pôle Nord, où le matin, quand ils se réveillaient, ils passaient quelques minutes à se raconter ses rêves, chacun racontait ses rêves aux autres, parce que en fait, ils étaient tous en relation avec ce qui leur manquait. Donc, ils rêvaient de ce qu'ils avaient mangé, ils rêvaient qu'ils étaient au chaud, ils étaient surtout avec la satisfaction de l'alimentation. D'accord? Donc, il va montrer que c'est une tendance où on va, pendant la nuit, réaliser ce que nous n'avons pas pu faire pendant le jour. Donc après, il va raconter une autre histoire avec une petite fille de 8 ans qui a ramené qui a raconté aussi son rêve, donc le matin, qui raconte son rêve pour montrer que tout ce qui était resté insatisfait pendant la journée, elle va le satisfaire pendant la nuit, ou plutôt au matin, quand elle le raconte, en lui disant, bah oui, notre petit ami Emilio, qui était venu avec nous, il est venu, il faisait partie de la famille, donc c'est-à-dire tous les désirs infantiles, non, qu'il voulait s'approprier de son petit copain, dans son petit copain de jeu, et qui faisait pendant la nuit, qui faisait partie de la famille. Et par exemple, il va montrer que donc dans ce rêve, la petite fille, elle raconte donc Emilio, il fait partie de la famille, elle va raconter aussi, et que en dessous du lit, que sa mère avait jeté en dessous du lit des bonbons de couleur très brillante. Et donc Freud là, il va s'arrêter, il va dire, ça c'est un élément que qu'est-ce que ça veut dire? Et pour savoir, il n'y a pas d'autre possibilité, il faut l'interprétation. Et l'interprétation, elle est dans un contexte, c'est-à-dire que l'interprétation, elle va se réaliser dans le contexte analytique, c'est-à-dire avec un psychanalyste, un patient qui vient raconter son rêve et en plus qui va associer librement. Vous avez vu comment, vous vous rappelez comme on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire raconter, ah oui, les bonbons brillants, ça me fait penser, ah oui, sous le lit, parce que c'est-à-dire une association que va présenter le patient qui va permettre, avec ce matériel, le rêve plus l'association libre, qui va permettre au psychanalyste d'interpréter ce rêve. D'accord? Et c'est-à-dire de montrer ce désir, parce que après il va nous dire, mais pourquoi on ne peut pas réaliser les désirs directement comme les enfants? Pourquoi? Non? Pourquoi ces désirs, la majorité des fois, ils apparaissent comme complètement déguisés, on ne comprend rien, il n'y a que des morceaux, c'est complètement surréaliste, c'est pas... Donc, il va nous l'expliquer dans les chapitres suivants. D'ailleurs, le chapitre suivant s'appelle « La déformation onirique ». D'accord? Donc là, il va venir nous montrer pourquoi le rêve va, dans la majorité des cas, nous apparaître comme déformé. En fait, il va apparaître dans la conscience comme une production. Non? C'est pour ça qu'on va voir que c'est tout un travail qui se fait. Parce que l'inconscient, il veut s'exprimer, mais il doit passer des barrières. Et donc, en passant des barrières, il va modifier, il va déformer le matériel. Pourquoi? Pour que la conscience, elle ne sache rien. Et c'est pas que la conscience, elle ne veuille rien savoir, sinon que la conscience, elle a une petite capacité, on va dire, et ça c'est quelque chose d'un peu, ce qui peut apparaître un peu contradictoire, elle ne supporte pas le déplaisir, ce qui vient, vous voyez, un petit peu comme les enfants des fois, non, qui vient pas me contredire, vous venez me contredire, et donc la conscience, toutes ces choses qui vont venir se présenter comme déplaisants, elle ne veut rien savoir. C'est pour ça qu'elle va savoir, mais d'une façon déformée.
Donc, pour qu'elle ne comprenne rien, donc comme ça, elle peut dire... Non, on va voir, il y a des cas comme ça où Freud, il va dire, la personne raconte son rêve et tout le monde voit le sens du rêve, mais la personne qui le raconte, non. C'est-à-dire que la conscience ne veut pas le savoir, ne veut pas s'en rendre compte. Des fois, ça vous arrive, vous le voyez dans vos réunions sociales où il y a quelqu'un qui dit quelque chose et tout le monde rit parce qu'il a fait un geste, parce que ceci... Et lui, il s'en est pas rendu compte de ce qui s'est passé. D'accord? Et pourquoi il s'en est pas rendu compte? Parce qu'il ne voulait pas s'en rendre compte. Attention, c'est-à-dire que sa conscience ne voulait pas de ce désagrément. Donc, c'est un phénomène donc qu'on utilise dans notre vie quotidienne. C'est un phénomène du rêve, mais c'est un phénomène qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Les lapsus, c'est quoi? Les actes manqués, c'est quoi? Ah, j'ai oublié mes clés. Ah, j'ai oublié ceci. Ah, j'ai oublié cela. Alors, c'est pas obligatoirement, attention, l'interprétation, il faut faire le travail d'interprétation. Mais quand on oublie quelque chose, c'est qu'il y a toujours... Pardon. Donc, dans l'interprétation, il y a toujours, on va dire, il y a toujours, on va toujours voir le pourquoi du désagrément après. Non? Pardon, excusez-moi. Alors, on va lire, attendez, je vais passer un petit message. Donc, on va lire, donc on va dire, ok, pardon. Donc, on disait, donc, que nous avons une difficulté à supporter les désagréments, que notre conscience elle est très sensible et il y a beaucoup de choses qu'elle ne veut pas savoir. D'ailleurs, vous voyez, non, parce qu'on va parler après, on va faire référence un petit peu dans les chapitres suivants au principe de plaisir, au principe de réalité. Et nous, par exemple, nous qui vivons dans la réalité, ben, nous avons bien été obligés d'apprendre à remettre à demain ce que nous ne pouvons pas avoir aujourd'hui. Je veux dire, il y a des choses qui ont besoin de travail pour s'obtenir. Je veux dire, les enfants, ils veulent tout de suite. Donc, on a dû nous former, on a dû accepter que on devait passer par un certain dose de désagrément pour avoir la satisfaction, remettre la satisfaction un peu plus tard. Non, c'est ce qu'on a appris dans notre vie pour pouvoir être là aujourd'hui, par exemple. Il y a tout le monde là qui participons ici, nous sommes passés par ce phénomène et nous passons par ce phénomène constamment. D'accord? Donc il y a des choses que nous avons appris à supporter un certain degré de désagrément. Mais il y a des choses que non. D'accord? Et donc c'est vrai que c'est important d'apprendre à supporter les désagréments, parce que les désagréments, la majorité des fois, c'est des choses de la vie de tous les jours, c'est des choses des êtres humains, c'est des choses que nous devons apprendre à tolérer parce que ça fait partie des choses de l'être humain. Non, c'est pas quelque chose qu'on va dire, hop, alors quand ça fait partie de quelque chose qui fait partie de la conception, la constitution de l'être humain, et que je veux rien savoir, bon, obligatoirement, après ça revient. C'est-à-dire, si je réprime ce qui fait partie de quelque chose de naturel, on va dire, ou de la vie de tous les jours, ok? Donc, de la vie de tous les jours, et par exemple, si on parle, bon, on va parler, comme on a déjà fait référence, je crois, quand on fait la majorité de nos mots, M-A-U-X, c'est parce que nous ne voulons rien savoir de notre mortalité. Si nous étions capables d'assumer notre situation de mortel, nous vivrions beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Que tous les mots que nous avons dans notre vie quotidienne, c'est parce que à chaque fois, nous avons nos difficultés avec les autres. C'est parce que nous avons des difficultés avec notre mortalité. C'est comme ça, parce que sinon, pourquoi l'autre il va m'emmerder? Pourquoi l'autre il va me gêner avec ce qu'il fait? Si c'est sa vie, et pourtant, ça me gêne. Donc, il y a quelque chose qui cloche, non? Mon niveau d'intolérance n'est absolument pas logique. C'est parce qu'il parle d'autre chose, d'une autre intolérance. Je ne tolère pas ma mortalité. Et c'est ce qu'on va venir nous dire, c'est que l'autre, il représente ça. Parce que l'autre, c'est comme si l'autre, il me le rappelait, que lui, c'est un être humain, que je peux, moi, me le nier moi-même. Il peut dire, non, moi, je ne vois rien. Non, comme on va dire, moi, si je ne me regarde pas, je ne vois pas mes rides. Bon, donc, de la même façon que moi, je peux vivre en disant, non, moi, je suis immortel, hein, moi, non.
mais l'autre, il vient me montrer. C'est pour ça que très souvent, quand il y a quelqu'un qui, dans notre entourage, va mourir, c'est très douloureux pour nous, non seulement parce qu'on a perdu quelqu'un, mais en plus parce qu'il vient nous rappeler que nous allons aussi mourir. Et ça, c'est la véritable douleur, parce que nous sommes, comme toujours, très égoïstes. D'accord, très égoïste dans le sens où l'autre, il est parti, je ne l'ai plus dans ma vie. Donc c'est pas pour lui, parce que bon, lui, il est parti. Mais sinon que je ne l'ai plus dans ma vie, et qu'en plus, il me rappelle que moi aussi, je vais y passer. C'est pour ça qu'en général, bon. Donc, il va nous parler, bon, je crois que j'ai fait un petit résumé donc dans ce texte sur l'interprétation des rêves, donc il va nous parler que nous vivons dans un monde, dans deux vies parallèles, d'accord? Donc ça c'est le moment de rupture, on va dire, par excellence, que propose Freud, d'accord? C'est, il y a quelque chose dont je ne sais rien. Tant que je ne vais pas, parce que c'est pour ça la psychanalyse, qu'est-ce qu'elle propose? De savoir quelque chose de ma vérité, de savoir pourquoi je dis que je veux aller par là et que je m'en vais par là. Non, parce que toutes ces énigmes avec lesquelles nous vivons tous les jours, je dis des choses que je ne suis pas capable d'appliquer. Toutes ces contradictions, toutes ces incohérences de ma vie, c'est parce que je vis dans deux réalités différentes. Donc ma conscience, elle dit qu'elle veut quelque chose, mais de l'autre côté, il y a quelque chose, une autre type de satisfaction. D'accord? Bon, il faut dire, et ça c'est très important, c'est pour ça que je vous dis bravo pour tous ceux qui continuent à suivre pour du 3e cours sur l'interprétation des rêves, dans le sens où il y a un travail à faire pour essayer de comprendre la complexité de notre appareil psychique. Parce que c'est quelque chose de... notre appareil psychique, quand on dit que l'être humain, on ne peut pas le comprendre, vous voyez la diversité des êtres humains, chacun a une histoire complètement différente des autres, dans chaque pays, il y a des choses complètement différentes. Je veux dire que l'éventail des possibilités est impressionnant, mais ça, c'est le résultat des possibilités de notre appareil psychique. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir dire, voilà, l'appareil fonctionne comme ça, tic, 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 tic. Non, c'est une complexité, l'appareil. Notre appareil psychique est super complexe. Donc, quand on pense que certains prétendent qu'ils vont pouvoir fabriquer des machines qui vont pouvoir nous remplacer, non, il y a certaines choses. La complexité de l'être humain, les possibilités de notre appareil psychique. Parce que bien sûr, après, nous avons, pour couvrir, pour ne rien savoir de cette autre réalité, nous produisons des inhibitions, nous produisons des symptômes pour ne rien savoir. Parce que moi, je veux que toute ma vie soit consciente. Parce qu'on cherche ça, c'est-à-dire on cherche quelque chose qui est contre nous, qui va contre nous. Donc à chaque fois qu'on va contre nous, on produit des inhibitions, des symptômes, des impossibilités, des douleurs. D'accord ? Mais après, chacun son style. Vous avez vu que nous avons tous des manières de faire face, de répondre à la réalité. Personne ne répond de la même façon. D'accord ? Donc, il dit que ce qui va nous montrer, il dit que un traitement psychanalytique, par exemple, donc un traitement, ça s'appelle traitement principalement parce que c'est un processus. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un processus, on commence et c'est une aventure, un petit peu comme faire du sport. Dans le sens où, si on le fait une fois, on a vu comment c'était, mais ça ne sert à rien. Mais que c'est vraiment un processus de travail. Et il dit, une des premières choses que l'on va apprendre dans un processus psychanalytique, c'est à discriminer la réalité matérielle de la réalité psychique. C'est-à-dire que d'un côté, nous ne voulons rien savoir de notre réalité psychique. Et pourtant, nous sommes envahis quand même par notre réalité psychique. Parce que nous ne pouvons pas l'éliminer. Nous ne pouvons pas lui dire, allez, va dormir. Poum, elle rêve. D'accord ? C'est-à-dire que nous sommes envahis. C'est-à-dire que nous avons des fantasmes. Nous fantasmons tout le temps. Et il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés de vivre et de faire une lecture correcte de la réalité parce qu'ils sont envahis par leurs fantasmes. Et c'est leur fantasme qui dicte la lecture de la réalité. Donc voilà, c'est pas la réalité. On a tout tordu. On a regardé la réalité j'ai regardé la réalité avec mes fantasmes, avec ce que j'imagine qu'est la réalité. Donc obligatoirement, il n'y a pas la réalité.
J'ai tout faux. C'est pour ça aussi qu'on va dire que tout le monde, nous vivons tous dans un monde différent. Tous. Personne ne vit dans le même monde. On vit tous dans le même monde et tous dans un monde différent. Non? Parce que c'est pas... Et quand on se met d'accord, on va dire quand on se met d'accord, oui, tu as raison, c'est vrai, ça c'est de la couleur bleue, c'est le bleu de je ne sais pas quoi, etc. C'est, on va dire, c'est une sorte d'accord. Un accord tacite, bon d'accord. Je suis d'accord avec toi, pourquoi? Parce qu'on ne va pas commencer à faire du chichi entre cette couleur et cette autre couleur. Donc on dit oui, d'accord, ok. Mais pour chacun, c'est un bleu différent. Et alors quand je vous parle des couleurs, c'est-à-dire pour tout le reste, quand on parle des personnes, des relations sociales, ce que nous avons écouté. Quand on lit Freud, par exemple, l'autre jour je lisais Freud, je dis mais c'est pas possible ce chapitre-là, ce paragraphe-là, je l'ai jamais lu, j'ai l'impression que c'est la première fois que je le lis, alors qu'il est souligné. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est la première fois que je le lis. Vous voyez? Alors, parce que j'ai oublié, effectivement. C'est une possibilité. Ça peut être parce que j'ai oublié, ou ça peut être parce que directement, ça c'est pas... Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Non? On voit très souvent, tu vas dire, tu vas chez une amie et tu dis « Ah tiens, maintenant t'as mis des rideaux là chez toi, c'est super joli. » Mais non, mais ils sont là depuis longtemps. Et je les avais pas vus. C'est-à-dire, nous sommes aveugles. Nous voyons que ce que notre désir nous permet. Notre appareil nous permet. Et donc quand nous avons beaucoup d'inhibition, nous ne voyons pas grand-chose de la réalité. Donc la psychanalyse, c'est ce qui va nous permettre, on va dire, d'agrandir notre vie, de voir plus de choses, de découvrir plus de choses, et de ne pas être aussi trop, on va dire, trop collé à la réalité, non? Parce que des fois, on a l'impression que tout ce qui se passe dans la réalité, c'est comme si ça m'arrivait à moi, je le sens dans le corps, etc. Non, alors que c'est une réalité, d'accord, bonne, belle, horrible, super désagréable, mais j'ai pas à la sentir. D'accord, je veux dire que là, je ne suis pas collée aux choses. Sinon que je mets une distance. Après, je prends les phrases qui m'intéressent pour ma transformation, pour mon intelligence, pour ma richesse, non, pour ma propre richesse. Mais je ne me colle pas à tout ce qui se passe, je veux dire, parce que sinon... Non? Donc c'est pour ça que la psychanalyse aussi, c'est un instrument très intéressant pour prendre un petit peu de distance avec cette réalité des médias, par exemple, qui nous mettent tout le temps. Bon, il y a des gens qui prennent comme protection, ils ont arrêté de lire le journal, de regarder la télévision comme protection, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'ils nous montrent, sinon, mais la véritable protection, c'est de pouvoir regarder et analyser qu'est-ce qu'ils nous racontent, pourquoi ils veulent nous faire croire. Non, parce que c'est du marketing, tout ce qui passe à la télévision, la réalité, c'est quoi? Donc c'est ce qu'ils nous vendent. Non? Bon, donc il est l'heure, donc nous allons continuer la semaine prochaine, donc nous continuons la semaine prochaine, mardi 20h, et nous allons continuer donc avec le 4e cours et le 3e chapitre, la déformation onirique. D'accord? Nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, pourquoi le rêve, il se déforme comme il se déforme? Parce qu'il va dire, bien sûr, qu'il y a des gens qui sont venus dire, mais attendez, le rêve que j'ai fait, c'est pas une réalisation de désir. Parce que là, il nous a montré, non, que tous ces rêves-là étaient une réalisation de désir. Mais dans les prochains chapitres, il va continuer à nous le démontrer. Et il va utiliser donc ces gens qui viennent avec des rêves en disant, mais regardez, j'ai fait un cauchemar, comment vous pouvez dire que ça c'est une réalisation de désir? Et donc il va montrer, non, tout ce processus qui est réalisé, tout le travail psychique qui est réalisé pour cette réalisation de désir. Bon, merci pour partager, donc de suivre ce cours. N'hésitez pas à le partager, donc si vous l'avez trouvé intéressant, dans vos propres réseaux. Au plus de gens pourront connaître et avoir accès à ces informations, je pense que c'est une certaine libération. Donc n'hésitez pas à le partager, c'est pour tout le monde. Et nous continuons mardi prochain à 21h. Merci à vous Cyrielle, bonne continuation. Donc, et à la prochaine fois. Partageons.
Allez, au revoir, bonsoir, bonne continuation. Ciao, ciao.